donc on commence par la douleur digestive. Donc la douleur digestive est un symptôme important qui fait le plus souvent la révélation des pathologies digestives, qui permet rien qu'à l'interrogatoire d'orienter les examens complémentaires à faire et d'orienter donc le diagnostic. Donc c'est très important de savoir faire l'interrogatoire et ressortir les caractéristiques de la douleur abdominale. Donc la douleur abdominale doit toujours être caractérisée par 5 caractéristiques: le siège et l'irradiation, le type, l'intensité, le caractère évolutif et les signes d'accompagnement. Donc le siège et l'irradiation, l'abdomen est donc divisé en 9 cadrans par 2 lignes horizontales, une passant par les rebords costaux et la deuxième passant par les épines iliaques. Ces 2 lignes horizontales, les 2 lignes verticales passent par la ligne médioclaviculaire droite et gauche. Donc vous voyez ici, on a l'épigastre, l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, l'ombilique, le flanc droit, le flanc gauche, l'hypogastre, la fosse iliaque droite et la fosse iliaque gauche. Et chaque cadran oriente vers un organe et une pathologie bien déterminée. Donc ensuite, le type et l'intensité de la douleur. Le type de la douleur, c'est important de caractériser. Est-ce qu'il s'agit d'une brûlure, d'une crampe, d'un broiement? L'intensité, c'est souvent en fonction donc, de l'échelle numérique de la douleur, à côté de 1 à 10, donc, et c'est souvent très subjectif selon donc, le patient. Donc la quatrième caractéristique donc, de la douleur abdominale, c'est la durée. Donc le caractère évolutif, est-ce que c'est 1 heure de temps, 30 minutes, une douleur qui prend plus de 2 heures, plus de 6 heures, comme les douleurs pancréatiques? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est 1 fois par semaine? C'est très important de préciser la périodicité, de caractériser les facteurs déclenchants. Est-ce que c'est postprandial? Est-ce que c'est une faim douloureuse? Est-ce qu'il y a un médicament qui déclenche cette douleur? Est-ce qu'elle est augmentée par les émotions? Ensuite, rechercher les signes d'accompagnement. Donc il ne faut jamais oublier les 5 caractéristiques de la douleur abdominale. C'est très important de les ressortir dans l'interrogatoire. Je vous donne des exemples. Une douleur épigastrique, ça peut être l'estomac, ça peut être une douleur biliaire. Donc ça peut être le foie, le pancréas ou la vésicule. Et c'est très important de ressortir le caractère. Est-ce que c'est postprandial? Est-ce que c'est une faim douloureuse? Parce qu'une faim douloureuse, c'est surtout, ça oriente vers l'estomac. Il faut rechercher par la suite, est-ce que c'est calmé par les antisécrétoires? Par contre, les douleurs biliaires, c'est des douleurs postprandiales, souvent déclenchées par des repas gras. Et c'est des douleurs qui durent longtemps dans le temps. Donc une douleur pancréatique, c'est une douleur qui dure plus de 6 heures, alors qu'une une colique hépatique, c'est 2 heures de temps. Contrairement à une douleur ulcéreuse, c'est que 30 minutes. Donc c'est important de ressortir tout ça dans l'interrogatoire, parce que le patient, il va venir, oui, j'ai mal au ventre. Donc c'est un peu vague, j'ai mal au ventre. Bon, passons à l'œsophage. Donc, concernant l'anatomie fonctionnelle, qu'est-ce que c'est l'œsophage? Donc, c'est un tube qui relie la bouche à l'estomac. C'est un tube fermé par 2 sphincters, un sphincter supérieur de l'œsophage et un sphincter inférieur de l'œsophage. Ce tube, il est théoriquement amorphe, il s'anime que lorsqu'on déglutit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraction spontanée théoriquement de l'œsophage. Il est innervé par donc une innervation extrinsèque par le pneumogastrique et intrinsèque, c'est le plexus nerveux autonome. Et donc le rôle de l'œsophage, c'est de faire la propulsion des aliments du pharynx vers l'estomac. Donc, par contre, les sphincters, ils servent à quoi? Le sphincter supérieur de l'œsophage, donc c'est une portière, elle empêche le reflux du contenu de l'œsophage vers le pharynx et éviter les fausses routes.
Le sphincter inférieur de l'œsophage, donc c'est pareil, c'est une portière entre l'œsophage et l'estomac, et il empêche le reflux gastro-œsophagien. Donc vous voyez ici, donc ça c'est un enregistrement des contractions œsophagiennes, et ça c'est un bol alimentaire, donc qui est en train de descendre du pharynx vers l'œsophage. Et donc vous voyez les ondes, elles passent de haut en bas de façon péristaltique. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit exemple comme un tube de dentifrice. Au fait, vous appuyez par le bas et donc la pâte, elle sort. Si vous appuyez un petit peu partout, de façon anarchique, la pâte, elle sort pas. Donc, c'est le même principe avec l'œsophage. Donc, il y a une hyperpression en amont du bol et le bol, il progresse progressivement et une diminution de la pression, un relâchement de l'œsophage en aval du bol pour qu'il continue à progresser. Donc les contractions vont toujours du haut vers le bas, comme ça. Et vous voyez, par exemple, quand c'est contracté ici, il y a un relâchement en aval, excusez-moi, etc. Donc la nosologie de l'œsophage. Donc il y a 4 grands volets: le reflux gastro-œsophagien, la pathologie tumorale, les troubles moteurs de l'œsophage et puis les œsophagites infectieuses, toxiques et iatrogènes. Le reflux gastro-œsophagien, donc il peut être simple, il peut être associé ou non à une hernie hiatale. La hernie hiatale, donc c'est une ascension de l'estomac en intrathoracique. Il y a 2 types de hernie hiatale. La hernie par glissement, c'est-à-dire que le cardia est en intrathoracique. Le cardia, c'est la jonction œsogastrique qui théoriquement est au niveau de la pince diaphragmatique. Donc là, par glissement, le cardia et l'estomac remontent dans le thorax. Contrairement aux hernies hiatales par roulement, où le cardia est bien en place, sauf que l'estomac, il est quand même à l'intérieur du thorax. Les reflux avec les œsophagites. Donc l'œsophagite, c'est une inflammation de l'œsophage. Donc il y a les œsophagites peptiques dans le cadre du reflux. Donc c'est dû à un reflux acide. Et donc on voit ici, il y a des ulcérations. Voilà. Ça peut être plus ou moins grave. Et à la fin, au fait, on voit une cicatrisation avec une sténose. Donc vous voyez que le diamètre n'est plus le même de la lumière œsophagienne. Donc les cancers, c'est bourgeonnant, c'est infractueux. Ici, c'est un TOGD qui montre donc une opacification œsophagienne. Et ici, c'est la tumeur. Donc il y a un rétrécissement irrégulier et excentré. Donc ça, c'est la lumière qui est opacifiée. Et donc c'est un rétrécissement qui est excentré et irrégulier. Les troubles moteurs de l'œsophage. Le plus connu, c'est l'achalasie ou le mégaœsophage idiopathique. Donc ça, c'est une image du sphincter inférieur de l'œsophage spasmé. On le voit ici. Et contrairement à l'image d'avant, où c'est excentré et irrégulier, ici, vous voyez que là, c'est tout à fait centré, bien régulier. On sent que comme si c'était vraiment la continuité. Voilà. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui est important pour faire la propagation du bol alimentaire du pharynx vers l'estomac, que les ondes soient péristaltiques et progressives. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 2 ondes, 2 contractions qui se suivent en même temps. Et donc dans l'achalasie, c'est ce qu'on voit. Donc des ondes de faible amplitude et qui sont quasi simultanées. Voilà. Avec une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage qui ne se relaxe pas, ici, ce qu'on voit là. Et donc du coup, le bol alimentaire ne peut pas avancer et se trouve bloqué ici. Alors pour conséquence de ce blocage, on peut voir des cas anecdotiques. Donc le méga-œsophage, là c'est un œsophage sigmoïde, comme si c'était un côlon. Là on dirait une besace.
Et oui, hein, bon, on ne voit plus vraiment ça maintenant en diagnostic, je vous rassure avant. Là, il y a l'aspect en tire-bouchon. Donc c'est assez caractéristique, mais on ne voit plus ça. Donc pour faire la part de toutes ces pathologies, des quatre volets, tumorales, l'RGO, les troubles moteurs de l'œsophage, on a deux types d'exploration, les explorations morphologiques et les explorations fonctionnelles. Donc les explorations morphologiques, c'est la gastroscopie. Donc on regarde par vidéoscope l'intérieur de l'œsophage en cherchant une cause à cette dysphagie, que ce soit l'œsophagite, que ce soit le cancer, une sténose. En deuxième intention, on peut faire un scanner, on peut faire un transit œsophagien ou une choondoscopie afin d'apprécier la paroi œsophagienne, le médiastin, mais de première intention, c'est toujours une gastroscopie. Donc, ensuite, bon, les explorations fonctionnelles. On a la manométrie, donc c'est un tube qui passe par le nez, qui arrive jusqu'à l'estomac, où il y a des pastilles permettant d'enregistrer les ondes propulsives de l'œsophage. La pH-métrie, c'est pratiquement le même concept, sauf que le tube, il est sensible au pH du milieu. Et donc, comme vous voyez ici, le pH est inférieur à 4 et c'est la définition du reflux gastro-œsophagien. Vous savez que l'œsophage est un milieu alcalin, contrairement à l'estomac où il y a une sécrétion acide. Et donc, le reflux gastro-œsophagien consiste à avoir un pH inférieur à 4 au niveau de l'œsophage. Donc, en somme, les symptômes œsophagiens sont variables et multiples. Les plus fréquents, c'est la dysphagie, le pyrosis. Ensuite, ça peut être des régurgitations, la sialorrhée, les urectations. Il faut faire la part aussi des manifestations extradigestives, ORL, les sinusites, les otites, la voix rauque, des douleurs thoraciques évoquant des douleurs d'origine angineuse. Des symptômes bronchopulmonaires, il y a des asthmes, des crises d'asthme qui peuvent être imputés au reflux. Et les manifestations digestives mais non œsophagiennes comme les épigastralgies. Donc la plus fréquente des plaintes, c'est la dysphagie. Donc par définition, la dysphagie est une sensation d'arrêt sur le trajet de l'œsophage lors d'une déglutition. Donc la dysphagie, ce n'est pas une douleur. C'est une sensation d'arrêt. Le bol ne progresse plus. Arrêt sur le trajet de l'œsophage lors d'une déglutition. Et pareil, il faut préciser le siège. Est-ce que c'est le haut œsophage? Est-ce que c'est le bas œsophage? Est-ce que ça concerne les aliments liquides, les aliments solides? Est-ce que c'est une gêne paroxystique qui arrive un jour par semaine ou tous les jours? Est-ce que le patient ne mange plus du tout? Et dans ce cas, on parle d'aphagie. Et ensuite, les signes d'accompagnement. Donc les signes d'accompagnement peuvent être des signes généraux, des signes qui témoignent quand même de gravité, parce qu'il a perdu du poids, parce qu'il y a une hémorragie digestive. Des signes d'accompagnement du reflux, c'est une longue pathologie de reflux, le patient est connu ayant un reflux gastro-œsophagien et il y a une dysphagie qui se greffe dessus. Donc les signes d'accompagnement à type de régurgitation, d'hypersialorrhée ou une toux qui témoignent du stase au niveau de l'œsophage et donc ça revient vers l'arrière et donc il fait des fausses routes. Le hoquet. Donc le hoquet peut être interprété de plusieurs façons. Il peut quand même être prédictif d'une atteinte du nerf phrénique, ce qui se voit souvent dans les pathologies cancéreuses et il ne faut pas le négliger comme symptôme. Les diagnostics différentiels, donc comme je vous ai dit, la dysphagie est une interruption de la progression du bol alimentaire du pharynx vers l'estomac et ce n'est pas une douleur, contrairement à l'odynophagie. L'odynophagie, ça veut dire une douleur lors de la déglutition, qui peut très bien se voir au cours des angines, mais ça ne témoigne en aucun cas
d'un obstacle organique ou moteur au niveau de l'œsophage. Il faut aussi faire la part des choses, parce que le patient, quand il arrive en consultation, il va vous dire « mais je ne mange plus, mais j'arrive pas à manger ». Et ça ne veut pas dire que le bol alimentaire se bloque. Ça peut être une anorexie. Ça veut dire que le patient n'a pas envie de manger ou une sensation de satiété précoce. Donc il faut vraiment lui demander, préciser, est-ce que c'est le bol qui se bloque? Est-ce que quand vous mangez, ça s'arrête à un niveau de l'œsophage, ou est-ce que c'est une douleur? Qu'est-ce que vous sentez? Il ne faut pas vraiment s'arrêter au terme du patient qui dit « j'arrive pas à manger ». Il y a plusieurs terminologies derrière. Donc l'orientation étiologique, donc on va regrouper tous ces caractères sémiologiques, les signes d'accompagnement et le terrain surtout, pour une orientation étiologique, par exemple vers un cancer de l'œsophage. Donc souvent il s'agit d'un sujet d'âge moyen, alcoolotabagique, avec une dysphagie récente, progressive, qui s'aggrave de plus en plus, et il y a une altération de l'état général. L'œsophagite peptique, qui est sténosante, il y a un contexte de reflux gastro-œsophagien connu. Le patient, ça fait des années qu'il se fait traiter pour un reflux. Il y a une dysphagie lentement progressive sur des années. Ce n'est pas en mois ou en semaines, contrairement au cancer. Et il n'y a pas d'altération souvent de l'état général, sauf si ça dure depuis longtemps, et à ce moment-là, on peut voir des signes de dénutrition. Alors, les autres causes d'œsophagite, les œsophagites caustiques ou médicamenteuses ou infectieuses, généralement, le contexte est très évocateur. C'est-à-dire que le patient se présente en disant qu'il a pris accidentellement ou pour une tentative d'autolyse des caustiques, de l'eau de javel, de soude, de la potasse, etc., ou des médicaments. Le contexte d'infection, souvent, c'est des patients immunodéprimés qui font des candidoses, le plus souvent, œsophagiennes. Et c'est pas difficile à s'orienter sur le plan étiologique avant même de faire la gastroscopie. Donc, les troubles moteurs. Ils ont souvent une dysphagie capricieuse et paradoxale. Ça veut dire quoi, paradoxal? Donc, c'est quelqu'un qui arrive à manger des aliments solides, mais les liquides ne passent pas. Donc, ça témoigne, au fait, c'est pas si bête que ça, parce que quand c'est solide, ça descend un petit peu par la gravité. Et quand c'est liquide, il y a besoin que l'œsophage fasse progresser le bol. Et donc, comme il a des contractions anarchiques, ça bloque. L'altération de l'état général est souvent tardive. Donc, conduite à tenir. Donc, si on a une dysphagie...